au 13e épisode de Stéphanie s'informe. Merci de nous suivre depuis le tout début et n'hésitez surtout pas à nous partager vos organismes et personnes coup de cœur de la région afin qu'on puisse les rencontrer à l'émission. Cette semaine, on rencontre la présidente des arts visuels de Gatineau afin de mettre en lumière les artistes de la région. Et on rencontre également la recherchiste du recueil Les portraits d'artistes de Gatineau afin d'y découvrir sa pertinence et son importance. Ensuite, on parle de la place des femmes dans l'industrie des jeux vidéo et de la discrimination faite à l'égard de ces joueuses avec Magali Bergeron. Bonne émission! Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Arts visuels Gatineau et d'un projet tout spécial que vous avez fait pour célébrer les 65e anniversaire de l'organisme. Mais avant tout, j'aimerais savoir c'est quoi la mission de cet organisme à but non lucratif? Ben, pour faire court, vraiment la mission de base de cet organisme-là, de Arts visuels de Gatineau, c'est vraiment enrichir et développer les arts visuels et les métiers d'art dans la région de l'Outaouais. Ça serait quoi l'histoire derrière sa création de l'organisme qui date de maintenant fêter le 65e anniversaire, donc depuis 1955? Mais ouais, en fait, là, on est rendu à la 66e année, là. Mais en bref, au départ, ça a été créé en 1955 par un groupe d'artistes de femmes, dont il y a Marie-Josée Fortenay, Shirley Van Denson, Joanne Ward Dawson. Et dans le fond, leur but à eux, c'était vraiment parce qu'ils voulaient, dans le temps où c'était séparé Elmer à Gatineau, ils voulaient vraiment faire de Elmer la ville artistique de l'Outaouais. Et en fait, ça a commencé en 1955, mais en 1978, c'est là, à ce moment-là, où ça a vraiment été incorporé. Puis auparavant, cet organisme-là est un peu plus général, mais dans le fond, c'était très interdisciplinaire. Il y avait les arts visuels, les métiers d'art, l'artisanat, peinture, dessin, mais il y avait également le théâtre, la danse, la musique. Mais au fil du temps, c'est devenu beaucoup plus spécifique et vraiment aller vers les arts visuels et les métiers d'art. Là, on ne touche plus vraiment au théâtre et à la musique, quoi qu'on veut bien en inclure durant nos événements, mais en soi, ce n'est plus les artistes qu'on recherche spécifiquement. Et il y a quand même eu plusieurs projets qui ont été faits avec cet organisme-là. Comme là, au départ, c'était vraiment un groupe de femmes très, très motivées. Ils ont parti une bibliothèque. Ils ont fait des expositions et festivals artistiques. Mais il y a aussi eu des cours dans les écoles d'art. Ils ont proposé l'ouverture d'un centre culturel. Et dans le fond, ils ont aussi proposé une association pour la préservation du patrimoine d'Elmer. Donc, on voit qu'à la base, c'était vraiment centralisé Elmer parce que c'était vraiment le but recherché de départ. Mais maintenant, depuis 2019, on a changé le nom qui est, en fait, j'ai oublié de le spécifier, en 1978, ça avait été enregistré comme nom Conseil des arts d'Elmer. Et là, depuis 2019, le nom qu'on utilise, c'est Arts visuels de Gatineau, parce qu'on avait vraiment eu un désir de rendre un peu plus grand l'espace qu'on utilise, l'espace où on fait des expositions, qu'on recherche les artistes et autres, et aussi un peu dans l'idée que maintenant, c'est rendu la fusion, et Elmer n'est plus une ville en soi, qu'on voulait un peu réfléchir cet aspect-là. Et fait que c'est ça, dans le fond, cette organisation-là a toujours gardé dans la même idée de vraiment faire développer les arts et la culture dans la région. Le conseil d'administration est fait en fait de bénévoles qui donnent généreusement leur temps parce que dans le fond, ils ont tous la passion de partager, dans le fond, de faire rayonner les artistes d'ici, de faire rayonner l'art et la culture et développer en fait les arts et la culture de la région. Vous l'avez mentionné très rapidement, mais justement, les membres fondateurs, c'était des femmes. C'est quoi qui a rallié toutes ces femmes-là à débuter l'association d'Elmer? Ah, mais là, Jessica pourra peut-être mieux répondre que moi pour cette question-là. Mais c'est un peu comme tu l'as dit, mais c'est vraiment cette volonté de créer ensemble, puis de rallier en fait différentes communautés artistiques et aussi de faire rayonner la région de Elmer. Donc, c'est ça qui a vraiment motivé ces femmes-là à s'associer.
Voilà, c'est ça. Donc, les objectifs derrière maintenant l'art visuel de Gatineau, c'est de faire rayonner l'art visuel principalement, mais vous allez encore au-delà? Aussi les métiers d'art. Okay. Les artisans également. Fait que c'est pas nécessairement juste les arts visuels, c'est aussi les artisans. Là, ça peut être la sculpture, ça peut être... on a de la poterie, on a... il y a de toutes sortes, là. Et dans les objectifs, dans le fond, c'est vraiment de représenter et de servir nos membres, nos artistes et nos artisans. Comme je l'ai mentionné, c'est promouvoir les arts et la culture de la région. On organise des événements pour donner justement un espace à nos membres pour présenter qu'est-ce qu'ils font. Et aussi donner des espaces dans lesquels ils peuvent discuter, interchanger. On veut vraiment créer cet environnement-là où il y a une possibilité de partage. C'est vraiment une des missions, un des objectifs qu'on cherche à avoir. Puis on essaie aussi de faire des partenariats avec les organismes de la région, vraiment encore dans l'idée pour que la culture et les arts soient vraiment mis de l'avant et que nos membres puissent rayonner dans ce tout-là. Donc, les services que vous offrez, c'est justement des espaces de partage et des endroits pour mettre de l'avant les œuvres de vos membres. Mais comme des événements, comme des expositions, des kiosques. Et prochainement, vous avez une exposition qui s'appelle l'exposition virtuelle printanière. Oui, habituellement, c'est vraiment notre exposition pour membres. Et dans le fond, cette année, étant donné la situation actuelle, ça va être complètement virtuel. Et ça va être du jeudi le 23 avril au dimanche 2 mai. Fait vraiment la dernière semaine d'avril, où on va créer, dans le fond, une exposition qui est un espace 3D dans lequel on peut se déplacer et voir les œuvres de nos artistes. Et puis, il va y avoir quelques événements qui vont se passer durant cette semaine-là. Et que c'est vraiment, cette année, c'est vraiment tout nouveau d'essayer de vraiment cet espace-là. Malheureusement, l'année passée, à cause de la pandémie, il avait fallu annuler notre exposition, qui était d'ailleurs notre 65e anniversaire. Donc, ça a été quand même une déception, mais au moins, là, cette année, on essaie de vraiment créer cet espace-là où nos artistes peuvent montrer qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'ils ont créé au courant de la pandémie ou autre. Justement, la pandémie a affecté votre événement qui était le 65e anniversaire, mais vous avez quand même su vous relever d'une superbe manière, justement, en faisant une exposition virtuelle. Est-ce que ça a impacté d'autres projets que vous aviez? Bien, c'est sûr que ça a eu quand même beaucoup d'impact, étant donné que nous, à la base, on a un local dans lequel on donne des formations et des ateliers. Fait que, malheureusement, à cause de la pandémie, il a fallu fermer ce local-là. Pendant une très grande période de temps. D'ailleurs, ça a été assez... on en a profité pour faire des rénovations et faire des modifications locales, mais malheureusement, ça fait qu'on a ouvert juste 2 semaines avant que ça referme parce qu'il y a eu une nouvelle vague rouge qui a fait qu'on le referme. Fait qu'on n'a pas eu le choix de vraiment aller ailleurs que physique. Fait que dans le fond, on ne pouvait pas faire d'exposition physique. Alors, on a vraiment décidé de faire un penchant qu'on n'avait pas auparavant, mais vraiment plus électronique. Fait qu'aller vraiment dans les expositions électroniques, les événements électroniques et autres. Fait que dans le fond, comme là, il y a eu, nous, normalement, on a aussi l'activité, la visite virtuelle, la visite des ateliers, mais cette année, c'était la visite virtuelle des ateliers de Gatineau, qui est d'ailleurs accessible encore sur notre site Internet. C'est dans les options du site qu'on peut trouver. Et fait qu'on peut aller voir les différents artistes qui avaient participé et on peut avoir accès aux vidéos qui ont eu lieu durant cette exposition-là sur notre page Facebook d'Art visuel Gatineau, parce que dans le fond, ils ont pu se filmer pour présenter leur atelier ou présenter un peu qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'on a vraiment essayé de rallier un peu l'idée de partage malgré le fait que c'est virtuel. Et là, on essaie aussi d'avoir des ateliers qui sont virtuels. Comme là, on a le projet Carte Blanche. Fait qu'après un certain nombre de temps, on fait, dans le fond, c'est simplement c'est Carte Blanche virtuelle, où on fait simplement créer à partir d'une thématique une œuvre pendant cette période de temps-là, qui est à peu près 1h30. Et pendant ce temps-là, on peut échanger avec les autres artistes, bien entendu, si c'est de façon virtuelle. Mais c'est quand même un bel espace pour pouvoir voir un peu qu'est-ce que les autres artistes font, un peu leur technique, qu'est-ce
qu'est-ce qui les allume, qu'est-ce qu'ils vont rechercher, et voir aussi toutes les différences qu'il peut y avoir avec la même thématique, comment il peut y avoir des différences autres. D'ailleurs, durant l'exposition printanière à la fin avril, il va y avoir une carte blanche que celle-ci va être ouverte à tous, parce que normalement, la carte blanche est réservée aux membres. Mais là, celle-là, ça va vraiment être ouvert à tous. Et la thématique va être portrait d'artistes, la recherche qu'on va parler un petit peu plus tard avec Jessica. Mais oui, qui va justement avoir cette thématique-là. Puis celui-là, parce que normalement, c'est vraiment réservé aux membres, mais là, ça va vraiment être ouvert à tous pour que tout le monde puisse vivre cette expérience-là de création. Et c'est quoi la distinction, en fait? Comment qu'on peut devenir membre et c'est quoi que ça nous apporte à être membre à Art Visuel Gatineau? Fait que dans le fond, pour devenir membre, on a simplement besoin d'aller sur le site internet d'artvisuelgatineau.com, art puis visuel avec un S. Et dans le fond, c'est sûr qu'il y a un petit montant qu'il faut payer, mais c'est genre 25 $. Et à revérifier, il faudrait que... Mais c'est un montant dans ce style-là. Mais dans le fond, ça couvre pour l'année jusqu'en août, le 31 août, parce que c'est vraiment le temps de notre souscription. Puis ça, dans le fond, ça donne accès à nos expositions, à nos ateliers, à nos activités qu'on fait. Ça donne aussi accès à notre infolette qu'on fait. Par contre, l'infolette est aussi accessible à ceux qui sont non membres. Vous faites simplement vous inscrire à l'infolettre. Et aussi, le fait d'être membre a certains avantages pour avoir quelques rabais à certains endroits comme Dessert, Wallax, l'Échelle du Monde et autres. Fait que c'est vraiment aussi fait partie de cette communauté-là d'artistes et d'artisans. Et aussi, quand on est membre, on a accès au répertoire des membres sur notre site Internet, là où on peut mettre, dans le fond, une brève description de ce que vous faites avec une image pour que le monde, s'il cherche, par exemple, des artistes et artisans de Gatineau ou de l'Outaouais, ils puissent simplement aller voir notre répertoire de membres. Mais c'est super. Puis en parlant du 65e anniversaire qui maintenant, oui, on est la 66e année, mais dû à la COVID, on a eu des petits problèmes. Vous avez mis en place un magnifique projet qui est accessible à tous, non seulement pour les membres. Et c'est Jessica qui est avec nous, en fait, depuis le début de notre entrevue, qui va plus nous en parler. C'est quoi qu'on retrouve dans ce recueil? Oui, eh bien, en fait, on retrouve le portrait de 17 artistes avec une description biographique de qui ils sont, aussi des recherches un petit peu sur leur pratique et sur surtout leur impact dans l'histoire et dans la ville de Gatineau, prise au sens large du terme. Et pourquoi avez-vous décidé de faire un recueil comme ça? Bien, là, ça, c'est plus moi. Fait que dans le fond, nous, justement, c'était pour fêter notre 65e anniversaire. On cherchait, dans le fond, un projet pour venir souligner cette importance-là. Ça fait quand même depuis un certain temps que cet organisme-là existe. Et dans le fond, c'est Linda Girard qui nous avait proposé cette idée-là. À ce moment-là, elle faisait partie du conseil administratif. Et il y a eu Guy Bessette qui a vraiment trouvé la subvention pour nous aider par rapport à ce projet-là. Et une des raisons pourquoi on a décidé de prendre ça, c'est qu'on a vraiment voulu... Parce que comme la mission, c'est vraiment de faire rayonner nos artistes et la culture de Gatineau, de l'Outaouais, on trouvait que c'était vraiment une idée qui pourrait vraiment aider vers cet objectif-là. Et on trouvait aussi que, surtout en regardant un peu ce qui s'était fait par rapport à ça, on a vu qu'il y avait vraiment un manque de documentation par rapport à ça. Puis on trouvait ça quand même assez dommage qu'il n'y ait justement pas plus d'informations sur nos artistes, parce qu'on a d'excellents artistes dans la région et je trouve qu'ils méritent d'être mis de l'avant. Et qu'on trouvait vraiment que c'était un beau projet pour vraiment faire connaître nos artistes. Et là, vous avez mis de l'avant 17 artistes de la région. C'était quoi vos critères de sélection pour ces 17 artistes? Eh bien, on en avait quand même pas mal. Alors, il fallait d'abord que l'artiste ait vécu dans un laps de temps suffisamment long et significatif dans la région de Gatineau-Ottawa, parce que voilà, Ottawa est quand même proche, entre 1955 et 2020 à l'époque. Donc, il fallait aussi avoir une activité artistique vraiment significative, autant à Gatineau qu'à l'international aussi.
et avoir eu des articles dans des revues scientifiques qui permettent d'attester en fait de la qualité de la pratique artistique. Voilà, pour faire bref. Après aussi, un des critères principaux, c'était aussi d'avoir eu une œuvre que la ville de Gatineau a achetée. Donc, ça nous a à la fois permis de faire le tri, hélas, dans toute la pratique artistique qu'il y a actuellement. Voilà, il fallait faire des choix et peut-être que ce projet-là va mener à faire d'autres recherches avec de nouveaux critères qui vont permettre d'inclure de nouvelles générations d'artistes et une relève aussi qui est extrêmement forte à Gatineau. Parce que si je peux rebondir sur ce qu'a dit Catherine auparavant, je pense que ce que ce projet aussi révèle, c'est de la qualité artistique d'une ville qui est en région, à côté justement d'Ottawa, qui a tendance peut-être à un petit peu éclipser toute la pratique artistique qu'on a ici. Donc ça permet aussi de rendre hommage voilà, à toute cette création québécoise et de région. Et pourquoi avez-vous décidé d'aller au tout début de 1955 à aujourd'hui? Pourquoi ne pas juste se concentrer sur l'avenir, par exemple, comme vous avez mentionné? Mais là, ici, c'est encore une fois le choix de l'organisme. C'est que dans le fond, étant donné que c'était pour souligner notre 65e anniversaire, c'est dans le fond la raison pour laquelle on a décidé de prendre du 1955. C'était vraiment pour célébrer cet accomplissement-là qu'on a eu. Et c'est quoi qui vous a surpris le plus durant vos recherches? Je pense la profusion, pour ma part. Comme vous l'entendez, je ne suis pas québécoise. Donc, c'est vrai que c'est une région que je ne pensais pas qu'il y avait autant d'histoire culturelle. Donc, pour moi, ça a été vraiment une grande surprise de ce côté-là. Et de ton côté, Catherine? Je dois avouer que je pencherais vers la même chose que Jessica, parce que c'est vraiment la quantité de bons artistes qu'on a. Comme là, au départ, qu'on avait voulu faire la recherche, on a vu comme un peu des découragements de certaines personnes qui disaient « Il n'y a pas beaucoup de recueils, de documentation sur les artistes de la région, ça va être vraiment difficile de faire votre recherche. » Puis on était comme « OK, on va essayer de faire 4 artistes, au moins être capable de trouver 4 artistes, ça, je ne peux pas croire. » Puis là, au fur et à mesure que Jessica a travaillé sur la recherche, elle nous dit « Ah, il y a tel artiste, ah, il y a tel artiste, ah, il y a tel artiste. » On est comme « Ah! » Finalement, on a quand même... C'est sûr que la documentation est éparpillée, mais on a quand même beaucoup d'artistes, d'excellents artistes qui ont travaillé dans la région, qui ont habité dans la région. Et ça a vraiment été de voir cette quantité-là d'excellents artistes qu'on a, mais aussi un peu la tristesse de voir à quel point on n'a pas de documentation sur tous ces artistes-là, parce que dans le fond, pour découvrir ces artistes-là, il faut aller les chercher à part, faire un gros travail de recherche comme Jessica a fait, et alors qu'on n'a pas beaucoup de choses qui viennent compléter tous ces éléments-là. Et on trouvait que, dans le fond, ça venait encore surenchérir sur le fait que oui, OK, ce recueil-là, il vaut vraiment la peine d'être fait. Puis d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire d'autres projets de ce style-là, ça serait vraiment génial. Si ça peut inspirer les gens à venir en faire d'autres, à créer d'autres projets, pas nécessairement de ce style-là, peut-être d'autres projets, expositions, événements ou autres, ça serait absolument génial que ça vienne comme créer cette germe-là de projets par rapport aux artistes de la région. Tout à fait. Et puis, pardon. Non, allez-y. Si je peux aussi ajouter, c'est que la recherche a commencé en même temps que la pandémie. Fait que là aussi, ça a été assez compliqué d'avoir accès aux informations, mais finalement, ben, c'est ça. Quand on veut en trouver, ben, on en trouve. Exactement. Puis en fait, c'est un superbe recueil. Ça nous fait vraiment découvrir, puis ça met vraiment justement de l'avant les artistes d'ici, qui est super intéressant. Et je vous invite tous les téléspectateurs à aller voir le recueil. Et là, vous l'avez mentionné brièvement, mais je vais vous donner quand même une chance de réexpliquer pourquoi c'est si important de mettre un projet comme ça de l'avant. Ben, parce qu'on a des excellents artistes dans la région. On a une ville qui a quand même la culture qui est en train de foisonner, une culture qui est en train d'agrandir. Il y a plusieurs projets par rapport aux arts et à la culture qui sont en train de se créer. Il y a
l'édifice avec les ateliers qui vont apparaître, qui est en train d'être travaillé. On a plusieurs excellentes galeries dans la région, centres d'artistes. Et je trouve que ça vaut la peine de venir faire rayonner cette ville-là. Le fait que, oui, on a des arts dans la ville, on a de la culture, et ça vaut la peine que le monde sache qu'il y a une façon de savoir que ces éléments-là existent et que ça vaut la peine de venir les voir. Exactement. Donc, pour l'avenir de ce projet, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pense qu'il y ait de nouveaux projets comme ça qui se créent et qui prolifèrent un petit peu pour s'orienter sans doute plus vers de nouvelles générations d'artistes. On a une relève émergente qui arrive, notamment stimulée par l'Université du Québec en Outaouais avec le programme de l'École multidisciplinaire de l'image. Donc, on a des nouveaux créateurs qui arrivent. Puis, il y a tout un pan artistique qu'on n'a pas pu explorer pour diverses raisons. Donc, voilà, on espère que d'autres projets vont pouvoir voir le jour avec d'autres critères, d'autres formats. Et en tout cas, que ça va libérer un petit peu plus les esprits de ce côté-là. Bien, je vous remercie grandement d'avoir été avec nous. C'était une superbe entrevue et un recueil absolument à aller lire qu'on peut retrouver sur votre site web. On va mettre le lien juste en dessous à Art visuel Gatineau. Donc, merci encore et maintenant, on poursuit avec Magali Bergeron. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, Magali, d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet super pertinent et d'actualité qui est la place des femmes dans l'industrie des jeux vidéo et qui occasionne plusieurs problèmes, mais qui reviennent tous à la même problématique qui est des femmes dans le milieu des jeux vidéo. On parle de la représentation des femmes dans les jeux vidéo, du comportement inapproprié à l'égard des femmes, de la place des femmes dans l'industrie des jeux vidéo, du sexisme et de la discrimination à l'égard des femmes, de manque de représentation des femmes dans les jeux vidéo, et on peut continuer encore et encore. Et j'aimerais aussi mentionner que lorsque je mentionne femmes, c'est toutes les personnes qui s'identifient comme femmes et les non-binaires, simplement pour que ça soit plus court que de mentionner la phrase comme ça. Donc, pourquoi les femmes sont autant mal perçues dans l'industrie des jeux vidéo? C'est une question qui a plusieurs réponses. En fait, c'est tout autant aux côtés des joueuses que des travailleuses qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Je dirais que ce serait une question de culture, une question de place, une question d'éducation. En fait, je crois que c'est juste parce que c'est pas encore perçu comme une norme, une normalité de voir une femme avoir un intérêt pour soit les jeux vidéo ou l'industrie du jeu vidéo. Et je crois aussi qu'il y a un certain problème à savoir que des jeux vidéo, quand on pose la question à une femme ou une personne qui s'identifie comme une femme, comme tu l'as mentionné, est-ce que toi, tu joues aux jeux vidéo? Tout de suite, on va associer des jeux vidéo à Call of Duty, à Fortnite, à des choses comme ça. Mais tu sais, des jeux vidéo, ça comprend aussi les jeux mobiles, autant que Candy Crush, Cooking Mama, des petits jeux sur Facebook. Ça comprend la loterie. Donc, je crois que c'est vraiment une question de perception du sujet et, comme que je l'ai dit plus tôt, de normalité et d'éducation sur le sujet. Parce qu'on ne va pas se le cacher qu'il y a vraiment un problème pour les femmes et les personnes qui s'identifient comme femmes dans l'industrie des jeux vidéo. Ça serait quoi les problèmes que tu voudrais soulever? Écoute, il y en a vraiment beaucoup, là, c'est sûr. Est-ce que c'est un problème systématique aggravant? Non, parce qu'on fait du progrès. Il y a de plus en plus de pourcentage de femmes qui font partie de l'industrie du jeu vidéo. Il y a beaucoup plus de pourcentage de femmes qui sont acceptées dans les instituts scolaires qui forment les femmes dans le jeu vidéo. Côté des joueuses, il y a de plus en plus de joueuses. En fait, les joueuses représentent près de 50 ou 51% des joueurs de jeux vidéo. C'est juste que la plupart du temps, elles restent silencieuses ou on n'en parle pas. Donc, c'est ça que c'est, là, en fait. Et pour les joueuses, en fait, tu m'as mentionné la dernière fois qu'on avait discuté ensemble oui. que des fois, juste le fait de parler durant les chats,
Le fait que les hommes entendent une voix de femme, vous vivez beaucoup de discrimination. Oui. Comme concrètement, pour les gens qui ne jouent pas, à quoi ça peut ressembler? Ouf, ça c'est quelque chose assez particulier. Effectivement, si tu es une personne qui s'identifie comme une femme et qui joue à des jeux vidéo en ligne la plupart du temps, multijoueur, surtout des jeux de stratégie où tu vas être porté à devoir parler, exprimer des stratégies, exprimer des calls, comme qu'on dit là, dans le milieu. Dès que tu ouvres ton micro et que tu te mets à parler, je ne sais pas combien de pourcentage du temps que ça arrive, là, mais vraiment beaucoup trop, qu'on se fait harceler, on se fait dire des méchancetés, on se fait dire de retourner dans la cuisine. Écoute, ça m'est arrivé justement avec une de mes amies, à peu près 2 semaines. J'ai lancé un call de juste aller dans un endroit en particulier pour essayer de gagner la partie. Puis les garçons dans mon équipe ils ont commencé à me dire de retourner dans la cuisine, de leur faire des sandwichs, de me fermer la bouche. C'est assez commun, en fait. C'est pas tout le monde, heureusement, qui sont aussi toxiques. Mais ce qui est surtout plate et surtout problématique, c'est qu'on nous dit la plupart du temps, mute-les, mettez-les en sourdine, écoute-les pas, ignore-les, dis rien, réponds pas, parle pas, pour éviter d'avoir ce genre de commentaires-là, alors qu'on ne devrait pas avoir à faire ça. On devrait pouvoir être libre de parler, de s'exprimer et de vivre notre passion autant que nos collègues et nos confrères masculins avec qui on joue. Et rapidement, ça serait quoi les solutions, justement, que tu voudrais apporter? Les solutions, il y en a... Je ne peux pas m'avancer trop sur les solutions parce que je n'ai pas fait encore assez de parcours dans l'industrie, mais selon moi, ce serait d'aller vers l'inclusivité vis-à-vis l'éducation. Hein, déjà, il y a des parcours qui sont faits pour améliorer la présence des femmes, mais aussi changer la vision. En fait, dans les familles, juste d'installer que c'est une normalité, comme que, je sais pas comment l'expliquer, mais de faire en sorte que ce soit pas tabou, que ce soit pas différent qu'une femme aime jouer à des jeux vidéo ou veulent faire des jeux vidéo autant que de vouloir faire du vélo. Exactement. Que ce soit pas juste un univers pour les hommes. Exactement, que ce soit un univers inclusif pour tous, alors qu'on a tous quelque chose qui nous rallie, c'est une passion et c'est les jeux vidéo. Bien, super, un grand merci d'avoir été parmi nous. En fait, on en a parlé très brièvement. On pourrait en parler encore durant des heures de la place des femmes dans le milieu des jeux vidéo. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, mais on va se reprendre pour une prochaine fois. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et c'est tout pour l'émission Stéphanie s'informe.